Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais appuyer mon propos sur deux statistiques récentes. Prenons d'abord les résultats du recensement de la population. Ceux-ci nous disent que 20% des habitants de la région Bretagne, un cinquième donc, résident dans seulement 9 communes. Rennes, Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Lanester et Fougères. Mais que, dans le même temps, la moitié de nos habitants résident dans des communes de moins de 5000 habitants. Voilà illustré d'un même mouvement l'importance de la métropolisation dans nos dynamiques territoriales comme la permanence d'un modèle breton de centre-bourg. On ne saurait trouver meilleure illustration de l'importance pour les Bretons de disposer d'un échelon régional fort pour que les politiques publiques fassent avancer métropole et ruralité ensemble pour une Bretagne cohérente. Un échelon régional fort, ce sont des moyens. Certains vont manquer, nous le verrons dans le budget. Un échelon régional fort suppose aussi d'avoir plus de marge réglementaire pour agir. C'est pourquoi nous saluons votre proposition, Monsieur le Président, de peser dans le débat législatif sous l'angle de la différenciation. Enfin, un échelon régional fort suppose que les acteurs bretons tirent ensemble dans le même sens. Je le dis parce que nous voyons quelques mouvements d'humeur autour du train, mouvements d'humeur justifiés parfois, s'exprimer depuis le Finistère, où nous voyons des élus du Pays de l'Orient faire le tour des ministères pour parler aéroport au tribunal. Nous lisons enfin quelques expressions à Rennes sur l'envie de muscler là aussi un aéroport. Mais, disons-le, si chacun de ces sujets sont majeurs, attention à la dispersion. C'est lorsque la Bretagne avance groupée qu'elle gagne. Le pacte d'accessibilité co-construit à plusieurs collectivités est, sur le plan de la méthode, la voie à suivre pour peser, pour que la Bretagne soit audible d'une même voix. Mais au-delà des stratégies, au-delà des rapports de force, au-delà des incantations, pour certains, un échelon régional fort, c'est enfin une région qui agit au service des habitants et des territoires. Et c'est ce que nous faisons, et nous le verrons tout au long de ces 3 jours. En effet, la Bretagne a besoin d'un haut niveau d'intervention publique. L'attractivité de la Bretagne pour les entreprises, par exemple, ne passe pas que par le train. Car l'accessibilité, ce sont aussi nos ports. Ce sont des lignes aériennes directes vers Londres ou Bruxelles, à confronter, à créer. C'est aussi de plus en plus l'accessibilité numérique, et nous en parlerons dans cette Assemblée. Mais ces enjeux ne doivent pas masquer le fait que l'attractivité de la Bretagne pour les entreprises, donc pour nos emplois, se joue aussi dans la qualité des politiques publiques du quotidien. Une entreprise s'installera plus facilement là où les collectivités concourent ensemble à la qualité du cadre de vie, à la qualité de formation des salariés, à la qualité du soutien de l'innovation, là où la synergie locale est efficiente. C'est donc l'ensemble de notre stratégie budgétaire qui est un facteur d'attractivité de la Bretagne, avec, cerise sur le premium, ce supplément d'âme d'une région qui agit pour la vitalité de toutes les cultures et qui favorise une communication positive sur le fait d'être breton. Depuis sa campagne virale passée à l'ouest jusqu'à la valorisation de notre identité à travers notre politique linguistique. L'identité, justement, parlons-en. C'est la deuxième donnée statistique que je voulais révéler. Un sondage récent montre que 79% des Bretons se définissent à la fois comme Bretons, Français et Européens. 39% d'ailleurs d'abord Bretons. Je n'y vois pas du tout un repli sur soi, bien au contraire, mais bien le moteur qui fait de nous la vie en société, la prise en compte finalement du quotidien et du local qui est si importante pour la vie quotidienne des Bretons. Et ça montre que les Bretons sont finalement acteurs de leur devenir, acteurs de l'avenir, mais aussi acteurs de leur développement. Et ça, c'est particulièrement important. Ils ont envie de participer. Et ça, on ne le retrouve pas dans toutes les régions. Donc, au XXe siècle, on a connu des pays avec le parti unique. Parfois, à Paris, j'entends des discours qui laissent penser que certaines sphères sont encore dans le siècle de l'identité unique. Mais la Bretagne est résolument entrée dans le siècle des identités multiples. Le breton n'est pas ceci ou cela, il mélange les appartenances d'une façon moderne. Le problème, c'est que dans les grandes administrations, on est content d'être français, voire européen, mais on n'aime pas du tout quand le breton est aussi breton. Preuve en est que quand on veut appeler son fils Fanch ou Dehen, ça fait toute une affaire avec l'appareil d'État. Décidément, les Bretons comprennent plus vite le jeu des identités multiples que les réseaux des grandes écoles centrales, dont la culture est parfois très communautariste française, grand français. Monsieur le Président, vous parlez de la différenciation pour que soient en quelque sorte reconnues nos façons de faire singulières. Je conclurai sur un autre mot, celui de l'altérité, car décidément,
En refusant le terme de peuple corse, comme en faisant Fanche, la République démontre qu'elle a encore beaucoup de travail pour reconnaître l'altérité en son sein et que finalement, République et nationalité ne vont pas toujours ensemble. Et je dirais, pour que l'indispensable légalité et la concorde nécessaire à la vie publique ne soient pas jugées à l'aune de l'oppressante unicité. Je vous remercie.